Bienvenue sur Parlons de votre mental, le rendez-vous pour venir booster vos ressources psychologiques et votre mindset en écoutant des invités inspirants chaque semaine. Vous souhaitez être performant dans vos réalisations personnelles, professionnelles, tout en étant bien dans vos baskets? Nos invités de la saison 3 nous partageront comment ils font pour développer leur confiance en eux, leur motivation au quotidien, leurs méthodes pour gérer les échecs, la pression, le stress. Ils témoignent sur leur capacité de résilience et leur détermination pour toujours aller plus loin, plus haut, en restant positif. Abonnez-vous, ce podcast va devenir votre vitamine pour vous doper vous aussi à vous dépasser pour réaliser vos rêves. Et si nous découvrions notre invité du jour? Bonne écoute à toutes et à tous. À toutes et à tous pour un nouvel épisode du podcast Parlons de votre mental. On est dans la saison 3, c'est le 17e épisode et j'ai le grand plaisir d'accueillir du coup dans l'émission Antoine Bertheux. Salut Antoine. Salut, bonjour à tous. Alors Antoine, tu as un super parcours et tu vas nous en dire un petit peu plus, mais aujourd'hui tu es actuellement directeur du coup de deux écoles de commerce, une spécialisée du coup dans le sport, dans les métiers du sport, et une dans le luxe, pour les métiers du luxe. C'est bien ça? Ouais, c'est exactement ça. On va revenir brièvement sur ton parcours. Comment t'en es arrivé jusque-là, quoi, pour être directeur de deux écoles de commerce? Alors, comment ça s'est passé? Moi, je suis diplômé il y a 12 ans d'un Master 2. À la suite de ça, je me lance dans une aventure entrepreneuriale. Et puis, dans cette aventure entrepreneuriale, petit à petit, on développe. On connaît la dimension plurilatérale des compétences d'un entrepreneur. Tu t'en parles souvent. Cette aptitude, en fait, qu'ils ont de tout faire et de tout maîtriser. Et puis, à force de rencontres, on m'a demandé de venir partager les petites expériences que j'avais eues. Au départ, avec des étudiants, j'ai commencé à échanger. Et puis, je me suis pris au jeu parce que la transmission, c'est quand même quelque chose de super sympa. Et puis d'essentiel. Je pense que on a une dimension, on a tous vocation à faire transiter les connaissances, à les faire évoluer. Donc voilà. Et puis d'abord en tant qu'intervenant, puis après en tant qu'encadrant de filière, puis en tant que directeur adjoint et en tant que directeur aujourd'hui. Je procède à la transmission des connaissances, des rencontres, des savoirs, des soft skills et de toutes ces notions qui sont essentielles aujourd'hui, je crois, pour l'épanouissement professionnel d'un futur diplômé. Bon, écoute, super. On reviendra un petit peu après sur ton parcours. On va commencer tout de suite par le traditionnel petit portrait chinois couplé presque avec un questionnaire de Proust pour en savoir déjà un petit peu plus sur toi, faire un peu, on va dire, ton autoportrait, qu'on apprenne un petit peu à te connaître. Donc, si tu devais choisir une couleur, quelle couleur tu choisirais et pourquoi? Moi, j'aime bien le bleu. C'est une couleur qui m'apaise un petit peu dans les tempêtes du calendrier Outlook qui guide ma journée. C'est une couleur qui, en plus de ça, est plutôt familière. Voilà, j'aime bien le bleu. Ouais. Le bleu du PSG ou le bleu de l'Olympique de Marseille? Plus le très bleu du PSG. Ouais. Je savais que tu allais me répondre ça. Si tu devais choisir un moment de la journée que tu préfères, c'est lequel? C'est une question assez... moi, j'aime beaucoup le soir après ma journée de travail, quand je fais un petit peu le bilan de ma journée, que je me fixe les objectifs du lendemain. Et puis, c'est un moment où, effectivement, j'arrive à repenser, en fait, finalement, à ce qui a été fait, à analyser ce qui aurait pu être mieux fait et finalement à progresser. Ça m'aide beaucoup à progresser ce moment-là. Je dirais entre 22 et 23 heures sur mon canapé avec mon cocker et c'est un moment à moi que j'aime bien passer. Ouais, c'est très sport ça, l'auto-débrief. Ouais, c'est ça, ouais, l'auto-débrief. Et puis surtout la capacité finalement à pas revivre les moments, mais à essayer de s'en servir pour les progresser, tout simplement. Très souvent, quand je vais en réunion, quand je vais en rendez-vous, je m'enregistre et je me réécoute derrière pour pouvoir progresser. Si tu devais choisir un livre qui t'a inspiré, lequel tu choisirais? Écoute,
Moi, c'est la Bible. Voilà, le livre le plus connu du monde, enfin le plus vendu du monde, très exactement. Voilà, je pense que c'est le livre qui m'a le plus inspiré, dans lequel effectivement on raconte l'histoire de nous-mêmes et c'est là-dedans que je me renferme moi. J'ai besoin de méditer. Si tu devais choisir une citation qui t'inspire, ce serait laquelle? Ah, il y a plusieurs. Moi, j'aimais bien. Mon père, il me disait cette citation qui m'a beaucoup marqué, que le mieux est l'ennemi du bien, qui allait bien avec ma personnalité un petit peu, tu sais, de personne extrêmement exigeante et de jamais satisfait. Donc, j'aime bien cette expression, mais il y a une autre qui est bien, qui est la détermination et la genèse du succès. Ça me plaît bien aussi parce qu'en fait, finalement, ça permet de maintenir le cap, de serrer les dents quand c'est dur, avec une foi importante pour arriver à bâtir des choses qui sont parfois plus grandes que celles qu'on nous avons imaginées au départ. Effectivement, la détermination, c'est la clé du succès. La seule, comme souvent je dis, la seule dimension sur laquelle on peut pas trop avoir de prise, c'est le temps. Mais si on est déterminé et qu'on se donne du cœur à la tâche, comme on dit, c'est quand même très rare qu'on n'arrive pas au bout de nos objectifs. Si tu devais nous donner une de tes principales qualités, ce serait laquelle? La pugnacité. On va parler podcast. On est sur un podcast. Si tu devais en choisir un que tu aimes écouter, ce serait lequel? Écoute, moi j'aime l'afterfoot. Voilà, avec Gilbert Bribois et Daniel Riolo. Voilà, c'est des personnes qui accompagnent toutes mes journées au quotidien parce que j'écoute en podcast tous les matins en allant au bureau. Ok, bon là ils ont dû beaucoup parler du match entre l'OM et le PSG. Je savais que t'allais me dire ça. Bon, j'espère que contre le Bayern, ça va le faire. Bon, après, quand même, ça faisait une sacrée pénurie. Depuis 2011, je crois, ils n'avaient pas réussi à remporter un match contre le PSG. Ouais, et puis tu sais, moi, je ne veux pas rentrer dans le clivage de supporters moyens. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'aujourd'hui, Marseille a largement mérité sa victoire et a dominé l'ensemble des compartiments du terrain et ils méritent largement leur victoire. Moi, j'ai pas du tout envie de critiquer Marseille, j'ai envie de critiquer les joueurs du Paris Saint-Germain qui, pour moi, n'ont pas été à la hauteur de mes espérances. Ouais, après, c'est vrai que il y a toujours des hauts et des bas, et puis il y a quand même 11 joueurs contre 11 joueurs, quoique malgré tout l'argent qu'il y a sur le terrain, ça reste des hommes qui mouillent le maillot, et puis après, malheureusement, il y a toujours un vainqueur, un vaincu dans ce genre de match, donc bon, voilà. C'est de belles équipes. C'est ce que tu veux, et c'est très lié, je crois. C'est que avec le sujet du podcast, c'est t'as le droit de perdre, c'est pas grave, mais t'as pas le droit d'arrêter. Et moi, ce que je reproche aux joueurs, c'est qu'ils ont arrêté. Tu vois, c'est la dimension un peu pénible, voilà. Ok. La dimension pugnacité. Ouais, si tu devais choisir un personnage célèbre, tu choisirais lequel? Un personnage célèbre? Ouais, qui t'inspire. Un sportif ou pas forcément? Pas forcément. Personnage célèbre. Moi, j'ai Edinson Cavani. Voilà, je suis supporter du Paris Saint-Germain, mais tu vois, dans la notion de pugnacité, je pense que c'est difficile de faire mieux. Presque de l'acharnement, voilà. Et il m'a comblé par ses valeurs pendant un long moment. Donc ouais, Edinson Cavani. Oui, puis au-delà de ça, il y a l'humanité qui se dégage de lui, et puis cette humilité qu'il a, qui est incroyable. Au-delà de tout le talent qu'il a, quoi. Exactement. Allez, une petite dernière. Si tu devais citer un événement sportif qui t'a marqué. Moi, les événements sportifs, avec vu mon métier, j'en mange une quantité j'en mange une grande quantité. Un événement sportif qui m'a marqué, j'étais au dernier combat de Souleymane Sissoko, qui est le parrain de promo de l'ESG Sport, l'une des écoles que je dirige là à Nantes. C'est la première fois que j'avais la chance de vivre un combat de boxe aussi près parce que j'avais les places devant le ring et j'ai pu voir toute l'intensité et la concentration et l'élégance de notre parrain de promo de l'ESG Sport et finalement j'ai passé un moment extraordinaire. Donc si on doit me dire ces 2 dernières années, je te dirais ça. Après, si tu veux me dire de toute ma vie, j'ai un souvenir de petit garçon en 98, évidemment, pendant la Coupe du Monde, qui regardait avec son papa un match de foot et qui était qui a passé, qui a marqué au fer rouge un moment à la fois d'émotion et à la fois de bonheur très intense. Donc je dirais aussi oui, 1998 évidemment. C'est vrai que c'est un moment marquant, effectivement.
Ouais. Et puis le sport, c'est quand même un générateur d'émotions, hein, même si on n'y participe pas par l'action et qu'on y est juste en tant que spectateur, souvent ça fait vibrer. Ouais. Ça fait vibrer. Ok, mais écoute, merci beaucoup en tout cas pour ce petit portrait chinois et ces petites questions. On va revenir un petit peu sur ton parcours. Qu'est-ce qui t'inspire ton parcours à ce jour? Bah, je suis plutôt satisfait des matchs que j'ai gagnés, mais en fait, il m'inspire beaucoup d'humilité parce que je suis quelqu'un d'extrêmement ambitieux et que en fait, je suis qu'au début du parcours encore. Je veux continuer à gravir les échelons d'une part, que ça soit dans la réussite sociale, dans la réussite professionnelle et puis dans la réussite familiale. Donc, pour moi, il est rempli d'humilité parce que pour l'instant, il y a des éléments qui brillent, mais ça reste de la poudre aux yeux. Il faut continuer à être ambitieux. Donc voilà, oui, je suis content de ce que j'ai fait, mais il m'en reste encore. Et du coup, c'est quoi ta plus grande satisfaction là, jusqu'à présent? Je pense que voilà, moi je suis devenu directeur d'une école, de deux écoles. Aujourd'hui, on a 1200 étudiants, j'avais 30 ans. C'est vrai que bon, c'est très jeune. Voilà, je pense que c'est ça que je mettrai en avant. Je mettrai en avant, effectivement, moi j'adore mon travail, j'adore les valeurs que je peux exprimer dans le cadre de ce travail. J'adore les enjeux, les objectifs qui me sont fixés et leurs quêtes. Donc voilà, pour moi c'est une belle réussite. Ouais. Si je te dis rendre possible l'impossible au prisme de ton parcours, est-ce que c'est une phrase qui te parle ou pas? Ouais, alors moi je suis un petit banlieusard parisien, voilà, qui vient d'une famille ultra modeste, même plus que modeste, et dans lequel évidemment j'ai eu de quoi douter dans mon parcours, d'entrevoir une quelconque réussite. C'est peut-être là où la pugnacité est née, en fait, le fait qu'on voulait faire partir des grands en venant d'un milieu ultra modeste. Et donc, du coup, rien que pour ça, oui, je vais dire que rendre possible l'impossible, en fait, l'impossible is nothing pour pas citer une marque connue, mais oui, pour moi, impossible, c'est qu'un mot, quoi. À partir du moment où on veut. Souvent, ce que je dis à mes étudiants, c'est que s'ils disent que c'est impossible, c'est qu'ils le veulent pas vraiment. Voilà. Effectivement. Alors, on va parler de mental. Si tu devais définir ce mot, le mot mental, tu le définirais toi comment, Antoine? Ouais, c'est l'aptitude à se concentrer, à se fixer des objectifs et à les tenir coûte que coûte. Et pour toi, une personne qui a un bon mental, tu le décrirais comment? C'est une personne qui se laisse pas inhiber par l'environnement, quel qu'il soit autour de lui. Il reste focus, il reste concentré. Il a un objectif et un point de départ. L'objectif, c'est l'objectif, c'est de les rattacher. Et je pense que quelqu'un qui a un bon mental, c'est quelqu'un qui peut faire ça sans à aucun moment dévier de ses valeurs. Parce que c'est très bien de parler de alpha et d'oméga, de début et de fin, mais le chemin entre les deux, c'est pas du juste boutisme, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, les personnes doivent être capables de y aller, de construire, tout en restant elles-mêmes et authentiques. Ça, c'est extrêmement important, je pense. Ok, je suis d'accord. Complètement d'accord. Enfin, en tout cas, dans ta quête, est-ce que toi, tu te prépares personnellement avec des outils mentalement? Ouais, mais je fais du sport, donc ça me permet de me concentrer. Et puis des exercices de méditation et de respiration. La spiritualité est importante pour moi. Tout à l'heure, quand tu me parles d'un livre, je te cite la Bible, je pense que c'est assez flagrant, quoi. Mais c'est vrai que la spiritualité est importante pour moi et parfois quand c'est un peu l'extincteur qui va éteindre le feu quand ça bouillonne autour de moi, quoi. C'est-à-dire que ça me permet de prendre de la hauteur, de prendre une grande bouffée d'oxygène et de pouvoir continuer. Pour être focus, tu dis que tu fais du sport, tu pratiques quel sport? Moi, je fais avec mon emploi du temps, il est difficile de faire autre chose que de faire de la salle de sport. Parce que, évidemment, déjà, on a un emploi du temps complètement changeant. On commence très tôt, on finit très tard. On travaille souvent le samedi également. En fait, finalement, la seule solution pour faire du sport que j'ai trouvée à date, à un moment, quand j'ai une période creuse d'1h30 qui se libère parce que peut-être un interlocuteur d'un meeting est en congé ou est malade, c'est la salle de sport. Ok. Est-ce que pour toi, l'enthousiasme est primordial pour le mental? Ouais, je pense que c'est important. C'est important d'aimer ce qu'on fait. C'est important d'être toujours partant. Donc oui, je dirais oui. Ok.
On va parler un peu de mental, on va revenir un petit peu sur la notion de confiance en soi et de droit à l'erreur. Comment comment tu te positionnes, toi déjà d'abord sur le droit à l'erreur, et après on parlera de confiance. C'est très difficile parce que là, tu fais appel à des leviers chez moi qui ont été extrêmement challengés. Je me suis jamais laissé le droit à l'erreur pendant un long moment de ma vie. C'est-à-dire que je vivais la défaite avec une difficulté incroyable quand j'avais un échec. Je me souviens avoir dans une compétition sportive et à pas parler pendant une semaine à la suite de ça, tu sais, pas un mauvais perdant, hein. Je veux dire, la personne était meilleure que moi, on le savait, mais par contre, ne pas accepter de ne pas avoir été à la hauteur. Donc ça a été très dur dans ma construction, parce qu'effectivement, qui dit cette exigence envers soi-même dit des mots, évidemment. Hein, tu peux l'imaginer en tant que enfant, adolescent, jeune adulte, c'est pas facile, on peut pas tout gagner, quoi, hein, évidemment. Tu faisais quoi comme sport? Je faisais de la boxe. Ah, de la boxe, ok. Et d'où Sissoko, ça t'inspire du coup. Ouais, évidemment. Donc voilà, donc c'est un point qui est un peu ouais, je dirais que voilà, cette orientation qu'on se donne, cette exigence envers soi-même, apprendre à se pardonner, c'est souvent faire un grand pas aussi. Le problème, c'est qu'il faut pas confondre apprendre à se pardonner et suffisance. Voilà, c'est ça la difficulté. Mais jusque-là, ça, je m'en suis plutôt bien sorti. On parlait de confiance. Il y a souvent dans les interviews que j'ai pu faire, il y a deux éléments qui reviennent quand je parle de confiance. Il y a ceux qui se sont construits leur confiance au gré des expériences avec le temps, et ceux finalement qui me disent que dès le départ, ils avaient quand même confiance et que c'est souvent l'éducation de leurs parents qui les a mis vraiment sur un levier de confiance assez haut. C'est plutôt en tout cas, tu te positionnes comment? J'arriverai pas à choisir entre les deux. Pour mon histoire à moi, non, je ne pense pas que mes parents m'aient mis dans une situation où je devais avoir confiance en moi. Je pense même au contraire que ça n'a pas toujours été le cas. Ça n'a pas été le cas. Je pense que je l'ai construit au rythme des succès, step by step, pas par pas, petit succès en petit succès. Hein. Finalement, c'est ce que dit Souleymane Sissoko à mes étudiants. Il dit c'est la somme des détails qui font les grandes différences. Et c'est ces petits détails de petites victoires qui permettent finalement de construire quelqu'un qui a la connaissance de sa valeur, mais qui garde l'humilité, qui garde un bon cœur derrière quand même, et qui arrive à exister. Donc non, moi je dirais que que c'est pas du tout inné. Ça a été acquis pour moi, la confiance. Acquis avec le temps, les petites expériences au fur et à mesure. Et je vais même et je la dois qu'à moi-même. Voilà, pour mon histoire personnelle. Si je te dis le regard des autres, est-ce que ça t'évoque quelque chose? Ouais, c'est important. C'est important. Ça, c'est un vrai sujet, le regard des autres, parce que aujourd'hui, on est obligé de travailler en équipe. Moi, aujourd'hui, j'ai plus de 25 personnes dans mon équipe. Il est important, comme dirigeant, d'être soucieux, d'être vigilant quant à la capacité que les uns ont de percevoir les interactions et les rapports que nous avons les uns avec les autres. Et puis, bien évidemment, quand tu te construis comme enfant avec des modèles, puis après comme adolescent et puis comme jeune adulte, évidemment, tu veux que ces modèles-là reconnaissent que tu arrives à arriver au terme heureux de tes objectifs, quoi. Et ça, je crois que c'est moi le besoin de reconnaissance, je l'ai eu. Voilà, le besoin d'exister aux yeux des gens autour de moi, je l'ai eu. Le regard des autres, qui est finalement la facette, le prolongement de cette discussion-là, et c'est une notion presque écartelée parce que il y a des personnes auxquelles effectivement leur regard m'apporte énormément et presque me touche. Il y a des personnes auxquelles, pour le coup, je n'en ai que faire. Voilà. Ok. Je fais un peu une réponse ambivalente, un peu une réponse de Normand, comme on dit familièrement. Mais c'est important d'être honnête. Donc, si je suis honnête, oui, effectivement, il y a des personnes qui me touchent. Voilà, ce que pense ma mère de moi, de ton cercle proche, ta compagne, tes amis proches. Oui, ça a énormément de choses, d'importance. Et puis après, il y a des personnes qui finalement peuvent bien se faire une idée qu'elles veulent de moi. Ça m'importe peu et ça me fera jamais dévier de l'axe. Oui, on est un peu dans la notion de, un peu comme dans tous les athlètes, être bien entouré et avoir, comment dire, des critères observables et des retours de ces gens-là, parce que du coup, ils nous connaissent bien et on sait que ce qu'ils vont nous dire va être, du coup, va avoir de la valeur, en tout cas.
et va nous faire progresser éventuellement ou nous faire réfléchir. Et après, les gens qu'on connaît pas, c'est un peu différent. Alors, on va parler de motivation. Quels sont tes trucs à toi pour être motivé quotidiennement? J'ai pas grand-chose. Je suis motivé. C'est-à-dire que je me lève le matin avec le couteau entre les dents et je me couche le soir et j'essaye de faire des exercices de respiration pour arrêter de penser à ce que je veux mettre en place. J'ai pas besoin de moteur là-dessus. Je suis naturellement quelqu'un de déterminé. Ok. Et est-ce que selon toi, il faut un plan pour réussir? Ouais, je pense, ouais. Je pense qu'il faut. C'est marrant parce que tu vois, pour prendre des sportifs, il y avait les Gracie. Alors, je sais pas si ça te parle, c'est une école ultra connue au Brésil de jiu-jitsu brésilien. Voilà, c'est l'école Gracie, c'est ce qui se fait de mieux dans le monde pour le jiu-jitsu brésilien notamment. Et effectivement, il y avait un des fondateurs qui disait que pour gagner, il fallait un plan. Et la deuxième règle pour gagner, c'est qu'il fallait planifier son plan. Donc, en fait, tu vois, ça me plaît beaucoup cette phrase parce que moi, non, je pense qu'il faut être organisé, je pense qu'il faut prioriser, je pense qu'il faut choisir et donc renoncer. Voilà. Et tout ça, finalement, ordonnance naturellement le rythme que tu te donnes et qui te conduit à la réussite. Donc, oui, je suis convaincu que ça. Aujourd'hui, tu vois, en continuant avec les analogies sportives, si tu arrives dans une salle de sport et que tu fais un exercice de chaque, bah, tu progresses pas. Par contre, si tu t'organises, par contre, si tu priorises, par contre, si tu comptes et que tu évolues, si tu te fais des mini-objectifs, des petites victoires qu'on évoquait tout à l'heure, bah là, tu progresses. Ça, c'est important. Effectivement, ouais. On va parler de la gestion des émotions. Donc, du coup, tu nous l'as dit, tu as un emploi du temps démentiel, beaucoup de choses à gérer, peut-être du coup, même par moment, une certaine pression ou éventuellement un stress positif ou inversement. Comment tu fais pour du coup gérer un petit peu cette pression, ton stress, s'il y en a de temps en temps? Est-ce que tu as des outils à ta disposition? Comment tu fais? Ouais, des outils, c'est très lié à la spiritualité, parce que ça m'appelle à la spiritualité ce que tu me dis là. C'est-à-dire qu'effectivement, je fais des exercices liés à mes croyances et puis je téléphone souvent à mes grands-parents, voilà, pour passer du temps avec eux. Et en fait, ils sont très souvent facteurs de beaucoup de motivation pour moi. Ils m'aident beaucoup. Pour ça, ils s'en rendent pas compte, hein, bien sûr. Mais effectivement, quand j'ai besoin de gagner un gros match, comme je dis dans mon quotidien, gagner des matchs, gagner un gros match, souvent je les appelle la veille. Ok. Oui, en plus, souvent, les grands-parents, ils ont quand même une dimension différente des parents, c'est-à-dire qu'ils ont, je trouve, une plus grande sagesse encore. Ouais, je sais pas si je dirais que c'est de la sagesse. Je les aime beaucoup et ils écouteront peut-être ce podcast, donc je les embrasse. Mais c'est en fait, tu sais, les grands-parents pour un petit enfant, c'est en tout cas pour mon histoire, moi, c'est un refuge, quoi. Et ceux qui te protégeaient coûte que coûte. Et qui finalement étaient un peu désintéressés des obligations d'éducation ou quoi que ce soit. Ils étaient là que pour te donner de l'amour et de l'affection. Et grâce à ces leviers de communication, en fait, ils t'apprenaient énormément de choses et ils te partageaient énormément de choses. Et aujourd'hui, effectivement, parfois, tu vas aller chercher ça. Et encore aujourd'hui, moi, mes grands-parents, ils ont 80 ans. Je peux t'assurer que dès que j'ai une épreuve un peu difficile la veille, le lendemain, je peux être sûr que la veille, je les ai appelés. Et je le contrôle même pas, c'est un besoin, si tu veux. c'est marrant. Ouais, comment dire, c'est un outil pour toi de gestion, en fait, finalement. Ouais, exactement. C'est un rituel. Un rituel. Ouais, un rituel, ça me plaît bien. Parce qu'un outil de gestion, tu sais, moi, je n'ai pas d'organisateur, j'ai pas d'application qui m'envoie des punchlines de motivation le matin quand je me réveille, tu vois, j'ai pas besoin de ça. J'ai pas de voilà, moi j'ai mon petit écosystème autour de moi que j'essaie de maintenir équilibré, c'est pas toujours facile, et je vais piocher chez ceux qui sont autour de moi la force dont j'ai besoin d'associer à la mienne pour réussir, quoi. Je voulais dire outil de gestion, c'est outil de gestion émotionnelle, tu vois. Ouais, exactement. Très bien, très clair. Ok, ça fait longtemps que je n'ai pas posé celle-là, mais j'ai envie de te la poser. Alors, en psychologie de la performance, très souvent, on nous dit qu'il faut être focus sur les éléments qui sont de notre contrôle et ne pas s'encombrer sur les éléments sur lesquels on ne peut pas agir. Est-ce que toi, ça s'applique dans ton quotidien? La raison voudrait que je te dise que oui, mais je serais pas honnête. Aujourd'hui, ma fonction m'impose d'avoir des yeux un peu partout. Il a fallu que je fasse beaucoup d'efforts pour que j'accepte que ça soit pas comme je l'avais décidé.
et laisser de l'autonomie à mes équipes pour les rendre de plus en plus efficaces, de plus en plus autonomes également. Et puis également, savoir que j'avais pas la science infuse et que parfois la bonne idée de mon collaborateur était bien meilleure que la mienne. Et donc, ça a été un effort au départ. Ça m'a fait gagner en humilité, évidemment. Et donc, je pense qu'un dirigeant doit pas chercher à tout contrôler. Parce que sinon, le champ d'action de l'entreprise est réduit. Une fois que j'ai dit ça, je pense qu'un dirigeant doit apprécier, participer à tous les éléments pour pouvoir contribuer à l'amélioration continue de sa société. Donc, si tu me poses la question d'un point de vue professionnel, c'est ce que je te répondrai. Et si c'était dans le sport, tu répondrais la même chose? Si c'était dans le sport, je pense qu'il faut aller chercher les expertises là où elles sont. Moi, je suis pas médecin, je suis pas diététicien, je suis pas expert en cryothérapie. Et après, à un moment donné, il faut faire confiance et il faut se faire prescrire des bonnes idées. Ok. Allez, on va parler de détermination. Je crois que ça, c'est un sujet où je t'attends parce que la pugnacité, elle était là dès le départ. Et puis tu me connais un peu. On dit souvent que pour avoir une force mentale, il ne faut rien lâcher. On lâche rien. Ça, c'est ma phrase quand c'est dur. Hein. Ça, c'est ma phrase. Cette phrase-là, on lâche rien. Je crois que je me la dis 30 fois par jour. Que dès que c'est dur, je me la dis et effectivement, ça permet de réactiver les troupes et de les remettre en ligne. Ouais. Je suis convaincu que ça. Parce que j'ai eu pas mal d'invités enfin voilà, j'ai jamais les mêmes réponses sur on lâche rien. Il y en a qui vont se focaliser sur certaines choses et qui vont lâcher d'autres. Il y a vraiment des discours vraiment qui peuvent être complètement contradictoires. Il y en a un dernièrement qui m'a dit je lâche tout. Et du coup, ça m'a perturbé, ça m'a fait réfléchir pendant une journée. Non, mais tu sais, c'est intéressant, mais il y a, derrière tout ça, tu peux mettre le lâcher prise. Tu sais, de la personne qui a envie peut-être d'arriver à choisir ses combats, puisqu'on peut pas tous les gagner, choisissons ceux auxquels on a envie de participer. Et donc, en fait, finalement, tu lâches ceux qui sont trop durs. C'est le fameux courage fuyant, tu sais. C'est-à-dire que en fait, quand tu te rends compte que c'est trop dur, en fait, il faut être super courageux pour dire ce combat, je veux pas le mener. En vrai, je vais ailleurs. Mais moi, on lâche rien. On lâche rien. Si je me le dis pas 30 fois par jour, c'est peut-être la phrase que je me répète le plus dans mon intérieur. Celui-là. Alors, comme tu es boxeur, j'en ai une spéciale pour toi parce que je la pose pas souvent. Je la pose souvent, mais plutôt sur les sports de combat ou les trucs un peu hard. Et il paraît que pour progresser, il faut apprendre à supporter la douleur. Qu'est-ce que tu en penses? Non, mais je pense qu'être dur au mal, c'est l'une des aptitudes aussi d'un grand dirigeant. Tu sais, et donc si moi, j'aspire à devenir une personne, dirigeant d'une grande boîte, bon, déjà d'une, les écoles, c'est une belle entreprise. Donc, si j'aspire à être un jour une plus grande entreprise, je pense qu'il est important d'être capable de s'endurcir. Évidemment, les expériences permettent de t'endurcir. Les expériences permettent d'anticiper, de prévoir. Et toutes ces choses-là, finalement, in fine, ça paie. Après, voilà, je suis pas sûr qu'il faille à tout prix vivre des moments difficiles pour être plus fort. Tu vois, je pense que ça relève d'un feu intérieur un peu plus profond, je pense. Ok. Écoute, on a fait le tour un peu de toutes les questions du podcast que j'avais envie de te poser aujourd'hui. On va venir conclure cet épisode. La conclusion, généralement, c'est l'invité qui l'a fait. J'aime bien en fait proposer à l'invité de venir conclure l'épisode en laissant une empreinte de quelque chose qui lui tient à cœur de partager avec les gens qui nous écoutent, que qu'ils soient jeunes, moins jeunes, plus jeunes, quels que soient les milieux d'où ils viennent, qu'ils soient sportifs, entraîneurs, qu'ils soient chefs d'entreprise ou quels que soient les métiers, puisque aujourd'hui la thématique du podcast, c'est de décloisonner un petit peu le mot mental que du monde du sport et aussi de l'ouvrir au monde de l'entrepreneuriat, de tous les métiers qui existent et de toutes les professions qui peuvent exister, de tous les sports qui existent, parce qu'on parle beaucoup des sports, on met beaucoup les sports en avant, comme le football ou des sports très médiatiques, mais bon, il y a d'autres sports qu'on met pas du tout en avant et qui méritent qu'on parle d'eux aussi. Et du coup, si tu as un mot quelque chose qui te tient à cœur de laisser comme empreinte dans cet épisode, la parole est à toi. Ouais, c'est gentil, c'est bien. Je trouve ça bien. Moi, j'ai un élément qui en ce moment me tient à cœur, c'est la responsabilité. Et je trouve qu'aujourd'hui, on a vite fait de se dédouaner d'une responsabilité. Et les gens, en fait, ont délégué petit à petit leur chemin à leur écosystème et à l'environnement, plutôt qu'à leur mental et à leur détermination. En fait, si je peux me servir de ce petit temps de conclusion pour dire, en fait, tout est en vous.
tout est en vous. Vous pouvez devenir ce que vous avez envie de devenir. Je veux pas rentrer dans le cliché, tu sais, du message un peu de la salle de sport, no excuses. Tu l'as déjà vu partout, cette phrase qui, moi, elle me fatigue plus, tu vois, mais le fondement, le germe de cette phrase-là est délicieux. C'est, aujourd'hui, on nous laisse croire à longueur de temps qu'en fait, on subit un écosystème, une décision politique, une décision environnementale, climatique, sociale, idéologique, etc. En fait, moi, ce que je veux dire aux gens, c'est que l'environnement dépend d'eux et ils ne dépendent pas de leur environnement. Et je pense que c'est le message que j'essaie au quotidien de faire passer aux étudiants que j'ai la chance d'accompagner dans leur épanouissement professionnel, enfin, étudiant puis professionnel. Ils ont le choix de devenir ce qu'ils veulent être. Ils ont le choix d'être des professionnels épanouis s'ils en font le choix et s'ils le font vraiment. Le choix, c'est pas uniquement un post Instagram. C'est vrai que t'as bien raison. Écoute, merci beaucoup Antoine pour ton temps. Merci à toi. Ta disponibilité. Et puis, je te dis à très vite. Et puis, je te souhaite une bonne année 2023, une bonne continuation dans tes objectifs. Bonne continuation. Et plein de bonnes choses. À bientôt. À bientôt. Si cet épisode t'a plu, tu peux le partager en me taguant ou en lui laissant 5 étoiles sur Apple Podcast. Tu pourras aussi être tiré au sort pour gagner un test OMSAT pour évaluer tes qualités mentales.